Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est là donc, et on est là avec une ambiance la même que la vôtre, hein. Ambiance confinement. J'ai des entrepreneurs innovants qui vont vous parler un petit peu de ce qu'on va traverser. Allez, c'est parti sur Sud Radio. On va aller dans l'innovation. Et presque innovation de circonstance finalement. Alors c'est Marie-Corée Baillet qui est avec nous, fondatrice. Alors moi j'ai encore noté pâtisserie numérique parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Même si là vous lancez alors un Kickstarter. Je ne savais pas qu'il y en avait encore des Kickstarter. C'était la grande mode il y a 3-4 ans, hein, Kickstarter. Donc c'est du financement participatif pour les startups, hein, c'est ça? Exactement. Kickstarter. Alors là pour le coup, mais on va raconter tout ça, sur un outil que tous ceux qui ont une imprimante 3D peuvent utiliser. Marie, c'est quand même pas encore... Enfin, il y en a moins que de mixeurs quand même dans les cuisines encore, des imprimantes 3D. Ça s'est pas massivement démocratisé encore. Alors ça commence vraiment à se développer. On est à 1,5 million de ventes en 2019 d'imprimantes 3D personnelles. Sur le monde entier, hein, oui voilà. Sur le monde entier, soyons précis. Après, quand on regarde ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19 avec les makers, les gens qui possédaient des imprimantes 3D qui se sont organisés finalement pour produire des visières, on voit qu'il y a à peu près 100 000 personnes en France qui se sont organisées et qui ont à disposition une imprimante 3D. Donc effectivement, j'ai choisi d'aller sur Kickstarter parce que comme vous le soulignez, c'est un marché mondial avec une présence aussi américaine, donc ça m'intéressait d'être sur la plateforme américaine. On va voir, vous l'avez amené là, votre petit outil. Alors en gros, c'est un outil, mais on va voir une vidéo parce qu'elle est très très claire. Je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio et puis ceux qui nous écoutent en podcast. Donc c'est un outil dans lequel, qu'est-ce qu'on met là? On met une pâte? Oui, par exemple de la meringue, ça peut être du ketchup. Donc là, on met de la meringue et elle se fixe sur l'imprimante 3D. En fait, votre petit outil se fixe sur l'imprimante 3D personnelle de Monsieur Tout le Monde, enfin presque Monsieur Tout le Monde. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était plutôt que amener aux gens un nouveau type d'imprimante, une imprimante 3D alimentaire. Moi, je préfère convertir les imprimantes existantes, leur donner plus en fait de possibilités et faire qu'elles puissent imprimer du plastique ou imprimer de la nourriture, puisqu'en fait, c'est comme une poche à douille mécanisée. Exactement. Et c'est exact. Alors vous voyez bien ce que c'est. Voilà, c'est parfait. Poche à douille, c'est effectivement une poche à douille ultra précise, parce que c'est ça le truc quand même. Voilà. Donc là on voit des dessins formidables qui sont faits par cette poche à douille. Oui, parce qu'en fait, quand vous utilisez une poche à douille à la main, généralement c'est 4-8 mm ou 10-14 mm en fait de diamètre. Là on est sur des tailles de bus d'1 mm, donc proche de ce qu'on fait en impression 3D. Et puis il faut avoir des qualités de dessinateur quand même pour vraiment suivre le plan qu'on a voulu faire avec la poche à douille. Hein. Oui, il y a des vrais concours entre pâtissiers sur ce genre de sujet. Voilà, en fait, avec votre ordinateur, vous êtes capable de être compétitif avec n'importe quel grand pâtissier. Derrière, vous dites, alors, si on peut aller un peu plus largement, parce que c'est ça en fait toute votre histoire. Vous m'avez ramené une tarte au citron, là, c'est une tarte au citron. Ouais, exactement. Celle-là, elle est faite, non, elle est faite de manière classique. Avec mes petites mains. Voilà. Classique, artisanalement. Et par contre, merci. Et par contre, le petit fantôme, le décor que vous avez par-dessus, il est en meringue imprimé en 3D. Voilà, je l'ai fabriqué pour vous. Donc petit fantôme en meringue qui est très très fin, c'est ça, hein, c'est une meringue. C'est absolument infaisable comme finesse de meringue si jamais on passe pas par une imprimante 3D. Oui, ça serait vraiment compliqué effectivement. Des fois, je travaille même des décors qui sont de l'ordre du millimètre, donc ça permet d'imaginer des structures un peu différentes et puis ça apporte une texture en bouche sympa. Ça a le goût de la meringue si jamais vous voulez goûter. Voilà, je sais pas si vous êtes prêts à tester. Ah bah oui, à fond. Moi, je vais tester. Alors, je vais tester là. Donc c'est la meringue imprimée en 3D. Hein. Voilà. Ce qui reste une meringue classique. Oui, il y a pas, ça ne change pas le matériau. La difficulté de la meringue par rapport à d'autres trucs qu'on peut tester en faisant des interviews, c'est que ça colle aux dents. Donc c'est pour ça. Excusez-moi, je n'avais pas pensé à ça. J'y vais tout doucement. Voilà. On dégustera ensuite. Qu'est-ce que... Alors derrière, c'est l'impression 3D alimentaire ou culinaire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que, par exemple, on peut commencer à imprimer
de la viande aujourd'hui, ou vous voyez des matières, des légumes, des choses comme ça, des matières qui soient différentes de ce que vous faites et du sucre et de la meringue? Oui, tout à fait. Alors j'ai fait plusieurs essais, à la fois avec du sucré et du salé au travers de cet outil. Ouais. Après, donc par exemple, utiliser des restes de légumes qui sont mixés en purée pour ensuite en faire des petites choses à croquer, c'est tout à fait possible. Et le visuel, c'est ultra important en fait. Alors dans la pâtisserie, aujourd'hui, le visuel, on considère que c'est entre 60-70% en fait de l'appréciation du gâteau. C'est très très fort. Dans un plat, de manière générale, ça reste aussi important. Il y a par exemple une autre entreprise qui travaille sur l'impression 3D alimentaire qui s'est spécialisée pour les personnes qui ont des problèmes de mastication ou qui ont perdu le goût et l'odorat, un sujet dont on entend parler plus souvent en ce moment, et où en fait, quand on a des problèmes à mâcher, on mange tout le temps de la purée. Au fur et à mesure des semaines, ça devient plus de plaisir, quoi. Donc il recrée en fait des formes qui sont belles, justement pour redonner de l'appétence aux personnes qui ont des difficultés à manger. Ouais, c'est super intéressant aussi ça comme piste d'amélioration. Moi, aujourd'hui, je travaille à la fois pour cuisiner à la maison, mais aussi pour les pâtissiers professionnels, puisqu'en fait, j'ai une double casquette. Je travaille dans l'impression 3D depuis 2011. J'ai eu la chance de participer à l'aventure de Sculpteo, dont j'étais la DG adjointe. Donc ça, Sculpteo, les amis, c'est la première entreprise en fait d'impression 3D au moment où on avait du mal à comprendre ce que c'était. Moi, je me souviens très très bien. Je m'arrachais les cheveux et c'était Eric Carrel, pour le coup, le fondateur de WeThings, qui essayait de m'expliquer ce que c'était que l'impression 3D et j'y arrivais pas. Il a fallu voir en fait vraiment les choses pour qu'enfin on comprenne ce que c'était. Mais je vous ai coupé. Non, mais c'était de la démocratisation. Je suis d'accord avec vous. C'était imaginer aussi quel business model il pouvait y avoir sur l'impression 3D en France. Donc monter des usines, regrouper des imprimantes 3D industrielles dedans avec différentes technologies, offrir toutes ces machines en ligne, regrouper les commandes et pour produire au meilleur prix. Ouais. Ça, c'est Sculpteo. Et j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, j'ai eu envie de travailler de mes mains, passer mon CAP de pâtisserie et voir ce que je pouvais faire, apporter finalement dans le domaine alimentaire, parce que je trouvais que c'était une techno super prometteuse, mais qui trouvait pas sa place encore dans le domaine alimentaire. Du coup, je suis passée de DG à commis en restaurant. Voilà, c'était assez sportif. Ouais. Vous avez dit ciao les amis, je m'en vais? Oui, et je suis devenue commis au Meurice. Je suis rentrée dans la brigade de Cédric Grolet, double champion du monde de pâtisserie. Et honnêtement, c'était plus dur que d'être patron de start-up. Ah, c'est formidable. Voilà. Et là, j'ai commencé... Et lui, il savait que vous étiez là pour ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'était une chance incroyable. En fait, il a un ami qui est designer 3D, donc il comprenait vraiment ce que je venais chercher. Et on a réfléchi ensemble à des applications qui peuvent faire gagner du temps aux pâtissiers. Parce que finalement, dans la pâtisserie artisanale, il y a beaucoup de choses qui sont peu productives. Pourtant, alors qu'ils y vont, quoi. Ils mettent plein d'énergie, etc. C'est des produits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de marge. Et aujourd'hui, ils sont plus allés sur de la chimie. Ils rajoutent des additifs, ils rajoutent des gélifiants. Ils travaillent beaucoup avec la surgélation. Mais ils sont allés assez peu dans la mécanisation, alors qu'il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas productives sur lesquelles ils pourraient mécaniser. Donc moi, je les accompagne là-dessus. Tiens, on va saluer ensemble un industriel qui, je sais, il nous écoute tous les jours en podcast. Voilà, Pâtisserie des Mauges. Donc lui, il fait pas mal de fonds de tarte, il travaille pour la grande distribution, etc. et tout. Oui. Il a pris d'ailleurs aujourd'hui, en arrivant au bureau, des annulations de commandes, bam, 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 qui sont tombées. Ben oui, voilà, c'est ça aussi la vie en ce moment des industriels. Pour les industriels de la pâtisserie aussi, vous pensez à faire des choses? Oui, en fait, je travaille sur une technologie qui permet en fait de faire des formes alvéolaires, c'est-à-dire des structures autoportées, on dirait en impression 3D, mais qui soient comestibles et qui permettent finalement d'être remplies plus vite. C'est une des grandes forces de l'impression 3D, mais alors impression 3D industrielle, c'est qu'on peut faire des objets qui sont, disons-le, totalement infaisables sans impression 3D, parce qu'on peut construire plusieurs structures l'une sur l'autre, c'est ça, hein? Exactement. Et sans soudure, sans couture, enfin c'est des choses très impressionnantes. Exactement. Et vous voulez faire la même chose pour la pâtisserie? La haute techno pour les gâteaux. De la même façon. C'est une passion alors, hein, c'est ça. Ah ouais, complètement. Moi je suis à fond. Et le business model de l'impression 3D, je le dis très très vite, ce qui est quand même très très intéressant, parce que c'est pour ça qu'on parle de réindustrialisation, c'est globalement vous avez la matière en poudre. Et avec cette matière en poudre, vous pouvez construire dans des petits
dans des petites installations industrielles, énormément de pièces, voilà, pièces de rechange notamment, on pense aux freins pour l'industrie automobile, on pense à des éléments pour l'aéronautique, etc. et tout. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour enfin j'en sais rien moi, vous voyez, de la matière, mais alors pour le coup... Organique, je cherchais le mot. Oui. En poudre? Oui. Avec laquelle on reconstituerait un petit peu ce qu'on veut finalement en fonction de nos envies? Je suis convaincue que c'est une des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des stocks de fruits et légumes que parfois on détruit. Alors que si on les réduisait en poudre et qu'on avait une technologie qui nous permettait de les réutiliser à la maison de manière à en faire des belles choses, en fait on trouverait une solution à ces surplus de stock. Marie Corré-Bayet, donc pâtisserie numérique. Alors l'autre élément qui va vous intéresser, c'est la sécurité, la cybersécurité. Dans un instant, Sud Radio. 19h30, 20h. Allez, on termine cette émission. On la termine avec, alors pour le coup, l'un des sujets du moment, nous dit-on. Vous allez me le confirmer, Freddy Milesi, donc fondateur de Sequoia, c'est cybercriminalité. Alors je mets 10 millions d'euros contre la cybercriminalité, mais ça va être un des sujets dont on va parler, c'est-à-dire que à l'échelle des menaces, qu'est-ce que 10 millions d'euros peuvent faire? Voilà, ça va être l'une de mes questions. Mais d'abord, racontez-moi un petit peu Sequoia, qui vous êtes, c'est quoi la spécificité, puis après on va parler de tout ce qui se passe en ce moment autour de la cybercriminalité. Très bien. Sequoia, c'est une deep tech française, européenne. Alors deep tech, faut déjà me définir ce concept. Deep tech, une société qui a fait beaucoup de R&D, recherche fondamentale. Voilà, de recherche, d'innovation technologique, pas que de l'usage, pour développer une plateforme qui s'appelle Sequoia.io, qui fait de la détection des menaces, des cybermenaces, et qui a pour caractéristique d'être basée sur 3 piliers: l'anticipation, la détection et l'automatisation des capacités de défense. Je vous ai perdu. Continuez. Non, mais chaque mot, j'ai besoin d'une explication de tout ce que vous venez de dire. Donc, restons avec Deep Tech, parce que normalement, Deep Tech, c'est de la recherche en laboratoire. Alors, Deep Tech... Ça veut dire quoi, Deep Tech sur de l'intelligence artificielle, par exemple? Alors, Deep Tech, pour nous, c'est typiquement le projet Sequoia.io. On vient de le sortir. Il est sorti en janvier 2020, donc c'est tout nouveau. C'est un projet que nous, on a lancé en 2016, sur lequel on a fait travailler des chercheurs, des analystes. On a travaillé avec des laboratoires de recherche d'université pour vraiment déverrouiller des blocages, des verrous technologiques qu'il y avait, pour bien faire de l'analyse, de l'anticipation, de l'analyse de données, etc. Vous pouvez vous savez comment disent les Américains, là, talk to me like a 2-year-old child. Vous pouvez me dire de manière simple ce que peuvent être ces verrous que vous avez, auxquels vous vous êtes attaqué? Eh ben, de manière simple, il y a des choses toutes bêtes, notamment, on connaît très bien le monde de l'antivirus. L'antivirus faisait une signature sur le virus pour le reconnaître. Et ben, avec les nouvelles attaques, les nouvelles typologies d'attaquants, avec les nouvelles technologies qu'il faut défendre, ce style de signature ne suffit plus. Donc il a fallu travailler avec des laboratoires de recherche, avec des universités américaines sur des nouvelles façons de travailler. Et donc ça, il faut être au plus près de l'innovation, au plus près de ceux qui font de la recherche fondamentale, comme vous disiez. Et par contre, après, ce qui est difficile aussi, c'est de se l'approprier pour le faire marcher, mais à très grande échelle. Plus sur des tests avec un petit peu de données, mais avec des cas d'usage d'opérateurs télécoms, de très grandes entreprises, etc. Et donc ça nous a pris depuis 2016 pour faire ça. 7 millions d'euros d'investissement avant de pouvoir commercialiser et de faire notre premier euro de chiffre d'affaires. Donc c'est tout ça qu'on met derrière Deep Tech. Voilà. C'est un beau bébé, hein. Mais alors, deuxième mot, vous dites anticipation. Oui, l'anticipation de la menace. Alors, voilà. Exactement, anticipation de la menace. Et là, on peut se rapprocher d'un autre univers que ça évoque, c'est le renseignement. On comprend le renseignement traditionnel. Et ben, sur le cyberespace, c'est la même chose. Il y a des groupes d'attaquants, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés, il faut les suivre. Il y a des dénominateurs communs, ils utilisent des outils informatiques, ils ont les mêmes contraintes que des entreprises pour mener leurs attaques à grande échelle. Et donc on va suivre toutes leurs évolutions, on va comprendre comment ils fonctionnent, on va comprendre leurs outils. Et ça, on a une grosse équipe d'analystes. Alors une grosse équipe, ça veut dire plus de 10 personnes spécialisées pour traquer et comprendre tout ça et le mettre sous forme de modèle pour que derrière, ça puisse être utilisé par la plateforme pour faire de la détection. Je vais dire peut-être une énormité, mais le FBI fait la même chose?
Il y a beaucoup d'acteurs qui font la même chose. Mais avec des moyens qui sont Il y a beaucoup 100 d'acteurs. fois les vôtres. Il y a tout à fait. Pour vous donner des proportions, en termes de capacité et d'équipes privées dans le secteur privé sur ce domaine, on est une des plus grosses équipes en France. Ouais, c'est ça. On est une des plus grosses équipes en Europe. Tout secteur confondu, on va avoir des agences françaises, des activités comme l'ANSSI, comme les activités militaires, qui vont être mieux dotées que nous encore. Mais notre approche justement, et c'est l'enjeu de Sequoia.io, c'est sur ce renseignement, on est une source parmi d'autres. On veut être une source de qualité, une source de confiance, avec une méthode de travail vraiment très fiable. Et du coup, ça nous ouvre de nouveaux usages. Je vais vous dire juste un exemple. Je vous ai parlé après de la détection, l'automatisation. Si on est à l'origine de la donnée qui fait la détection, on peut anticiper pas mal de choses au niveau de la réponse. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a massivement investi sur l'anticipation. L'autre point que je voulais mentionner, c'est que Sequoia.io, c'est une plateforme, donc c'est une plateforme de détection. C'est un des maillons centraux de la cybersécurité, mais un parmi d'autres. Et par contre, notre enjeu avec cette levée de fonds, c'est d'être l'acteur de référence sur ce maillon-là pour la France, et dès l'année prochaine, essayer d'ouvrir quelques pays européens. Mais vous travaillez forcément avec, vous avez cité l'ANSSI, avec les autorités de la défense du territoire, j'ai presque envie de dire, notre cyber-territoire, qui s'occupent de l'ensemble de ces menaces. Parce que les enjeux sont des enjeux géopolitiques, c'est au-delà des enjeux économiques et des enjeux d'entreprise aujourd'hui. Exactement. Sur ces sujets de renseignement, c'est une vraie approche collective qu'il faut avoir si on veut être efficace. Ouais. Mais vous l'avez dit, une source parmi d'autres. Ce qui est tout à fait vrai aussi pour le renseignement dit classique. Et voilà, tout à fait. Et notre outil aujourd'hui, on a dans notre plateforme développé beaucoup d'outils collaboratifs, beaucoup d'outils pour augmenter la performance de nos analystes qui produisent cette donnée. Et ça, très prochainement, on va mettre cette capacité entre les mains de nos clients, entre les mains d'autres acteurs de la cyberdéfense. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, face alors aux attaques qu'on nous décrit, finalement, le jour de l'attaque, il sera déjà trop tard? C'est-à-dire, elles sont aujourd'hui de plus en plus sophistiquées, enfin, on raconte les ransomware, toutes ces histoires aujourd'hui. Et en fait, si vous anticipez pas, alors il est trop tard, un petit peu comme dans le monde du renseignement, finalement, avec lequel vous faites analogie. Eh bien, c'est un bon résumé. L'attaque, une fois qu'elle est réussie, on a quelques heures pour répondre. Ouais. Donc, ça, de toute façon, c'est mieux de s'y préparer. Et ça arrivera forcément d'être attaqué. Autant espérer qu'il y en ait qui ne soient pas réussis, mais ça arrivera. Par contre, l'anticipation, ça veut dire que des fois, on peut voir des phases de préparation de l'attaque. C'est ça. Et une fois que c'est réussi, on a quelques heures, sauf que la préparation, des fois, elle est faite 15 jours avant, elle est faite 1 mois avant. Si on l'avait su, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et bon, donc l'enjeu, voilà. Vous dites, si vous les suivez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, j'ai l'impression que toutes les polices du monde sont à la recherche aujourd'hui de ces gangs de pirates informatiques. C'est un maillage, c'est une matrice. Des fois, on va suivre des adresses IP, on va suivre des certificats, on va suivre des infrastructures informatiques, les choses qui bougent le moins possible. Et l'autre caractéristique aussi, on va suivre des enchaînements, des façons de procéder. Donc, on ne sait pas forcément si c'est tel pays, si c'est tel autre. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. non, mais d'ailleurs, je voyais, parce que je regardais un petit peu ce que vous faisiez, il y a tout le monde, c'est-à-dire il y a la délégation générale de l'armement quand même qui travaille avec vous, enfin qui a participé, parce que j'ai vu, bon, BPI c'est un peu normal, de toute façon dès que c'est intéressant il y a BPI, Crédit Impôt Recherche aussi c'est normal, délégation générale de l'armement on les voit moins souvent quoi, autour des startups. Ouais, tout à fait. On comprend pourquoi. Freddy, j'ai une question, le temps tourne assez vite. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, parce que vous insistez beaucoup dans la présentation qu'on peut voir de votre entreprise sur baisse de 30 à 50% de la facture cyber des entreprises grâce à l'ensemble de vos systèmes. Là, c'est pas ce que vous me vendez. Vous me vendez une efficacité absolument passionnante. Et ça me paraît, moi, comme ça, basiquement, un meilleur argument de vente. Sauf si les entreprises sont pas encore prêtes, en fait, à payer le prix. Est-ce que là, elles ont compris? C'était sans doute l'une des plus importantes menaces qui pesaient sur leur activité.
La compréhension, elle arrive avec les incidents médiatiques, etc. C'est le top management qui commence à comprendre et donc à débloquer certains budgets. Maintenant, souvent, ça se fait par communauté. C'est-à-dire, en ce moment, il y a une forte activité sur les collectivités territoriales, sur les hôpitaux. Ouais. Donc, ce monde-là va augmenter en maturité. Il y a quelques années, c'était le monde maritime. Donc, c'est un peu avec des rapidités différentes selon les industries. Freddy Milesi, donc fondateur de Sequoia.io. Allez voir ça si ça vous intéresse. Et nous les amis, on se retrouve lundi.